Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir Bootstrap afin de créer des user interfaces esthétiques et de manière rapide. Il existe de nombreuses façons de créer une user interface. C'est d'ailleurs un métier à part entière. Le métier de designer demande énormément de compétences qui ne sont pas vues dans le cadre de ce cours, des compétences pour les choix des couleurs, le choix des fonts, voilà, énormément de choses à connaître avec un grand côté artistique qu'on va pas développer ici. On va néanmoins reprendre quelques façons classiques de créer des user interfaces. On peut le faire à partir de CSS pur, ce qu'on appelle du vanilla CSS, qu'on va bien sûr mêler à de l'HTML. C'est normalement un prérequis de savoir faire ce genre de choses avant d'aborder ce cours. On peut utiliser des outils comme Sass pour générer des feuilles de style dynamiquement. Donc Sass, c'est quelque chose qui permet de simplifier la création de scripts CSS. Ça, c'est très intéressant. Il offre donc des fonctionnalités en plus que des simples feuilles de style, notamment la création de fonctions, une façon de pouvoir imbriquer des classes de manière plus concise. Mais on verra pas ça dans le cadre de ce cours car ça demande aussi pas mal de compétences. Et c'est pas le but du cours premier. Une autre façon, c'est d'utiliser des librairies qui vont offrir des classes prédéfinies et tout un système, en fait, souvent un système de layout pour organiser la présentation d'une page, qui vont offrir des composants, qui vont offrir des aides. Et donc, il y a beaucoup de librairies qui existent. Les plus connues actuellement, c'est Bootstrap et Tailwind CSS. Chacune de ces librairies a ses forces et ses faiblesses. Dans le cadre de ce cours, celle qui est réellement libre et qui est fort utilisée, c'est Bootstrap. Et donc, c'est cette librairie qu'on a choisie. Alors, Bootstrap offre un système de layout et donc une façon d'organiser des contenus dans une page sur base de containers dans lesquels il y aura des lignes et des colonnes, donc des rows et des columns. Alors, pour découvrir tout ce qui touche à Bootstrap, vous pouvez aller sur getbootstrap.com qui contient donc vraiment toute la doc de cette librairie, qui va donc nous permettre de construire très rapidement des sites responsive. Sites responsive, ça veut dire qu'ils vont réellement pouvoir s'adapter aux différents types de devices. Si c'est un large écran, un petit écran, un écran moyen, vous allez pouvoir générer très facilement différents types de layout selon la taille, la largeur de l'écran sur lequel tourne l'application. Alors la notion de layout, vous pouvez trouver dans la doc ici, et vous voyez que dans la documentation, vous avez le layout avec la notion de breakpoints qu'on va voir par la suite, de containers, de grid. Alors principalement, très souvent, on utilise un grid qui va donc être compris d'un container dans lequel il y aura une row, et dans une row, il y aura des colonnes. Et à chaque fois qu'on utilise Bootstrap, en fait, on va utiliser des éléments HTML. Ici, vous voyez qu'on a des divs auxquels on va rajouter des classes CSS. Et le nom de ces classes CSS, en fait, c'est le nom des éléments qui viennent de Bootstrap. Et donc ici, vous voyez que pour avoir ce type-là de layout, donc 3 colonnes, il
il fallait définir un container, une ligne, une row, et dans lequel on met 3 divs avec colonnes. Ça donne ça lorsqu'on applique la librairie Bootstrap à une application. Un autre exemple qui est donné dans le cours. Ici, on souhaiterait avoir quelque part sur une première ligne 2 colonnes et sur une deuxième ligne 3 colonnes. Eh bien, pour arriver à ce genre de grid, eh bien, on a un container, une row, une autre row. Dans la première row, on a 2 colonnes et dans la troisième row, on a 3 colonnes. Alors, il faut savoir qu'en Bootstrap, il y a 12 colonnes maximum par page. En fait, une page et un écran donc est constitué de 12 colonnes. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre des tirets ici pour dire, si par exemple j'avais mis tiret 3 ici, eh ben, ça voudrait dire que ça prend la place de 3 colonnes sur les 12 disponibles au niveau de l'écran. Alors, ce qui fait un des succès de Bootstrap, c'est que il faut que rien qu'à l'aide de noms de classe CSS, on puisse très facilement avoir une interface qui va être responsive et s'adapter à la taille d'un écran. Alors, Bootstrap a défini 6 breakpoints. On va vous montrer un petit exemple. Voilà, imaginez qu'on souhaite construire un layout d'une page comme on voit ici. Lorsque l'écran, le device sur lequel tourne l'application est large, c'est-à-dire plus grand que 992 pixels, je crois. Oui, c'est bien ça, 992 pixels. Eh bien, j'aimerais que le menu se mette à gauche et le body, le principal de la page, se mette à droite du menu. Tout ça en sandwich entre un header et un footer. Et ce que je souhaite, c'est que lorsque le device donc, qui exécute la page a une largeur qui est plus petite, donc un écran large, eh bien, le menu soit mis au-dessus et le main body soit mis en dessous du menu. Et donc là, vous allez voir que grâce aux outils de développeur, quand je tape F12 ou clic droit Inspect, je vais avoir ici la possibilité de rapetissir la largeur du navigateur. Et puis, à un moment donné, on va passer le breakpoint. Et donc, vous voyez que là, on a passé le breakpoint. Et en effet, le menu, maintenant, il est bien l'un au-dessus du body. Et si on réaugmente la taille, et donc là, on est passé à 992 pixels, eh bien, le menu vient se mettre à gauche. Voilà. Vous pouvez voir que ici, j'ai mes outils. Et donc, pour pouvoir jouer comme ça avec la largeur, on peut passer d'une doc de nos outils de développeur en bas, où là, on peut pas trop jouer sur la largeur, on peut les mettre si on avait ça en bas, ici sur le côté. Et comme ça, on peut facilement voir si nos applications sont responsives en fonction de la taille de l'écran. Alors, comment ce code fonctionne? Eh bien, il faut savoir que Bootstrap il définit plusieurs breakpoints. On l'a dit qu'il y en avait 6. Large, c'est bien tout ce qui est plus grand ou égal à 992. Et donc ici, on veut clairement faire passer un message. Dès que c'est 992, eh bien, il faut que le main body prenne les 12 colonnes. Et sinon, si c'est plus petit, alors il ne doit pas prendre les 12 colonnes. Comment est-ce qu'on a fait ça? Alors, j'ai peut-être dit une bêtise, donc je vais reformuler. L'idée, c'est de dire, quand le format de l'écran, donc du device, et donc ici, c'est la fenêtre du browser, est large, eh bien, il faut que le menu ici, il prenne que 2/12 d'espace et
le body part, ils prennent le reste. Donc ici, on aurait pu écrire col-lg-10. Et du coup, il y aurait eu 2 douzièmes pour lui et 10 douzièmes pour lui. Mais un raccourci, c'est de ne rien écrire. Si on n'écrit rien, ça veut dire qu'il prend toute la place qui reste. Ça, c'est quand l'écran est large. À partir de ce breakpoint large, hop, on fait ça. Par contre, lorsque c'est donc extra small et jusqu'à ce breakpoint-là, eh bien, on considère que le menu doit prendre 12 colonnes. Et donc là, on a mis 12 douzièmes de colonne, pardon. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a mis col-12 et là aussi col-12. On aurait pu mettre col et col, mais là, ça voudrait dire qu'alors, lui aurait pris la moitié et lui la moitié. Et donc, ça aurait fait quelque chose de complètement différent. Et donc ici, pour que lorsque on est en small, ou en tout cas plus petit que LG, ça prenne les 12 colonnes dans notre grid, eh bien, on doit mettre col-12 pour dire c'est 12 douzièmes de la largeur possible de mon layout. Alors, Bootstrap offre aussi des composants, des components en anglais. Des alertes, par exemple, pour afficher des messages, des cartes quand on veut mixer des images avec du texte. Il y a énormément de composants, des navbars, si on veut des menus. Pour voir tous les composants, ça, vous pouvez le faire sur le site de Bootstrap. Sur le site de Bootstrap, vous avez la doc Customize, Layout, Content, Forms, Component. Et là, vous avez tous les composants. Un des plus classiques, c'est les alertes. Eh bien, on voit qu'ici, on a différents types d'alertes. Et ça, c'est juste une div avec les bonnes classes associées à Bootstrap. Qu'est-ce qu'on a pour faire en bleu? Eh bien, la classe alerte et puis alert-primary pour le bleu. Secondary pour le gris. Success pour le vert. Danger pour le rouge, etc. Donc, lorsqu'on sait quel genre de composant on a envie d'utiliser, il suffit d'aller simplement lire la doc, faire des copier-coller, connaître les bons noms de classes. Il existe aussi des helpers et des utilities qui permettent de jouer sur la couleur des composants, qui permettent de jouer sur les textes, sur les tailles. Et donc, vous devez chaque fois aller visiter la doc pour faire en gros ce que vous cherchez. Ici, donc au niveau des utilities, on a comment jouer au niveau de la marge et du padding, comment utiliser des flexbox pour l'aspect responsiveness, comment utiliser les display utilities si on veut dire ce composant j'aimerais qu'il s'affiche ou pas avec none, d-none si on veut qu'il s'affiche pas, d-bloc si on veut qu'il s'affiche sur une ligne complète comme un bloc. Voilà, il y a énormément de utilities. Et puis, il y a aussi beaucoup de helpers, notamment. Voilà, ici, vous avez pas mal d'exemples. Un helper pour que automatiquement Bootstrap détermine la couleur qui contraste le mieux avec le background associé. Alors, si vous souhaitez utiliser Bootstrap avec Webpack, eh bien, dans le boilerplate du cours, on a tout déjà mis en place pour que vous puissiez directement associer des classes de Bootstrap, par exemple la classe alerte, à un composant HTML. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé 2 librairies, Bootstrap et une dépendance à Bootstrap, Popper.js. Du coup, ces librairies sont déjà dans votre fichier package.json et dès que vous installez le boilerplate, elles sont déjà installées. De plus, dans index.js, on importe déjà la librairie de Bootstrap. Ce que vous devez savoir, c'est que si
vous devez ajouter de l'interactivité à un élément Bootstrap, donc qui est du JavaScript associé, eh bien, vous allez devoir faire un import du composant Bootstrap associé à du coup le composant que vous utilisez. Si c'est une navbar, eh ben, vous ferez un import de navbar. Et ça permettra que quand vous cliquez sur un élément de la navbar, eh bien, il se déploie et qu'il y ait une petite animation qui est prévue par Bootstrap. Alors, le site web du cours, dont l'utilisation de Bootstrap avec Webpack, propose un tutoriel où vous voyez comment on a converti notre application pour la gestion d'une pizzeria en passant de CSS Vanilla à Bootstrap. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire ce tutoriel rapidement? Eh bien, ici, on voit qu'on importe main.css. Et dans main.css, il y a énormément de choses qui gèrent le style de notre application. Eh bien, tout ce qui est alignement, couleur, tout ça doit être géré par Bootstrap. Et donc, la seule chose qu'on va laisser, parce que ça, Bootstrap ne propose pas de solution. Ah, je me suis trompé. Eh bien, c'est le background. Et donc, on va laisser juste une image de background qui sera gérée par le CSS parce que ça, malheureusement, on ne sait pas encore le faire, un background à l'aide d'une image qui prend toute la page en CSS. En tout cas, pas de manière, en Bootstrap, pardon. En tout cas, pas de manière simple. Il y en a peut-être qui sont arrivés, mais par des moyens détournés. Maintenant, ça veut dire que tout ce qui est formatage va devoir se trouver dans le fichier index.html. Pour l'instant, il n'y a pas de notion de couleur, de texte et tout ça ici dedans. C'était anciennement traité dans main.css. Et voilà donc le code en fait qui permet de faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait précédemment en Vanilla CSS, mais ici avec Bootstrap. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir une sorte de sticky footer où on veut qu'à chaque fois, qu'au minimum, même s'il y a quasi rien dans le body de la page, que le footer se mette tout en bas de la page. Et ça, en Bootstrap, c'est pas si évident. C'est pour ça qu'il y a une notion de flex component où on va dire que le body doit prendre une taille verticale. Là, c'est ce qu'on appelle une virtual height de 100%. Et puis, au niveau du body, on va lui dire qu'il doit grow, il doit s'étendre jusqu'au composant qui suit. Et donc, le composant qui suit, c'est le footer. Et ça va permettre de toujours avoir un footer qui se trouve tout en bas du body. Ouais, je vais vous montrer tout de suite. Pour ça, je vais sauver les changements npm start. Et donc, tout fonctionne bien et vous voyez que même si ici, il n'y a rien du tout, eh bien, le footer, il vient bien se mettre tout au bout. Et donc, à l'aide des composants flex, Bootstrap, ici, a dit, toi, tu grow jusqu'à, en fait, ce que ça soit possible. Et c'est pour ça que lui, il est ici tout en bas. Mais bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui vous est offert dans le cours. Pour trouver ce genre de solution, il faut déjà pas mal chercher. Mais ça, c'est déjà quelque chose d'assez avancé en termes de design. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce fichier d'intéressant en plus? Eh bien, on voit que pour centrer les textes, on a utilisé les classes TextCenter de Bootstrap, TextWhite, pour que ça soit en blanc. On a changé le poids
pour avoir quelque chose qui soit plus large hein, au niveau du trait. Et puis PY, ça c'est du padding. Et alors c'est un padding, on va dire, de niveau 2 pour que au niveau du footer, on ait un espacement. Et le Y, ben, c'est l'axe des Y. Si je vais au niveau des utilities, eh bien, on voit qu'au niveau du spacing, quand on fait du padding, on va avoir ici soit P pour le padding ou M pour les marges. Et si on met Y, eh bien, c'est qu'on veut jouer sur l'axe des Y, donc le top et le bottom. Et si on veut jouer sur l'axe horizontal, hein, l'axe des X, on va jouer sur PX. Et on peut jouer avec gauche ou droite, avec S pour start et E pour end, si c'est juste pour un côté ou l'autre. Là, ça veut dire qu'on va jouer, quand on met PY, tant sur le haut et le bas. Et puis, on voit que les numéros qu'on peut rajouter, eh bien, vont jouer sur un espace qui sera dépendant d'un spacer. Pour rappel, hein, et pour terminer, le fait que les classes de Bootstrap s'appliquent bien à notre application, c'est parce que dans index.js, on a ici l'import de la librairie de Bootstrap et qu'on a bien installé dans nos sources. Et donc, ça fait partie du boilerplate de base, ici, pardon, dans package.json, tout ce qui est nécessaire pour que Bootstrap fonctionne avec Popper.js comme dépendance. Voilà, donc en résumé, Bootstrap est fait d'un système de layout qui permet de créer des grids quand on le veut pour organiser le contenu général d'une page. Il y a des breakpoints pour pouvoir dynamiquement afficher l'application selon la largeur de l'écran du device, d'offrir des composants prédéfinis avec très rapidement un format qui plaît et qui paraît professionnel, et puis d'autres helpers et utilities pour gérer tout ce qui est nécessaire à côté des composants, de pouvoir gérer des espacements, des couleurs, etc. Voilà, nous vous conseillons d'utiliser donc ces composants de Bootstrap dans vos futures applications. Vous n'êtes pas obligé de le faire hein, dans ce cours-ci. Si vraiment vous avez l'habitude de travailler avec du CSS et vous avez un amour profond pour le Vanilla CSS, vous pouvez mettre de côté Bootstrap, mais on vous le recommande malgré tout parce que on peut très rapidement arriver à quelque chose de professionnel. Peut-être pas des plus artistiques, mais avec un look and feel qui reste professionnel, voilà, sans trop d'efforts. À bientôt pour une prochaine vidéo.